Alors donc, j'ai le plaisir d'accueillir notre consoeur Aurélia Ponce, qui est avocate au barreau de Paris et qui va évoquer un sujet qui est véritablement d'actualité puisque le Parlement européen vient de rendre, alors ce n'est pas un rapport puisque ça a été rédigé par les services du Parlement européen, une étude sur cette future directive sur la responsabilité en matière d'IA. Aurélia, je vous donne tout de suite la parole. Est-ce que vous voyez ma présentation? Voilà, merci. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? Donc, en fait, en réalité, ce n'est pas une proposition de directive dont je vais parler là, mais plutôt 2 propositions de directive. Puisque en fait, dans l'idée de la Commission européenne, l'adaptation du régime de la responsabilité extra-contractuelle aux défis posés par l'IA se fait par le biais de 2 textes. Une proposition de directive ayant pour objet de réviser le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux et une proposition de directive spécifique à la responsabilité des systèmes d'IA. Donc, si on refait un peu de chronologie et d'histoire, tout part d'un constat de la Commission européenne qui a été fait dans le livre blanc sur l'intelligence artificielle qui a été publié en 2020. Dans ce livre blanc, la Commission livre en fait son analyse de l'état du droit et en fait des lacunes, on va dire, ou des manques identifiés pour adresser les sujets relatifs au système d'IA. Et en fait, s'agissant de la responsabilité extra-contractuelle, elle identifie un certain nombre d'incertitudes ou d'éléments susceptibles de porter atteinte en fait aux justiciables, et notamment des problématiques de preuve, puisque, comme l'a dit l'intervenant précédent, il y a une notion de boîte noire en fait, s'agissant des systèmes d'IA. On ne sait pas en fait ce qui se passe entre l'entrée et la sortie, et donc en fait pour un demandeur potentiel, il est difficile en fait d'établir la preuve d'un dysfonctionnement du système. Donc, premier point. Deuxième point, la Commission pointait une certaine incertitude s'agissant de l'applicabilité du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux au système d'IA. Troisième point, une incertitude sur la capacité du régime actuel à prendre en considération certains risques, notamment ceux posés par la sécurité et la cybersécurité de ces systèmes. On a tous en tête ces images terrifiantes d'une voiture hackée par une personne inconnue et conduite par un journaliste, enfin censée être conduite par un journaliste de Wired. Voilà, donc la Commission a probablement bien identifié ces sujets et pointé donc à ce stade le fait que la réglementation existante était insuffisante de ce point de vue-là. Quatrième point, l'incertitude s'agissant du cycle de vie des systèmes d'IA, puisque un système d'IA, comme vous le savez, il a vocation à évoluer, puisqu'il apprend, et donc en fait il a des capacités d'apprentissage, et donc au fur et à mesure du temps, eh bien, il est susceptible d'acquérir des nouvelles fonctionnalités, et donc la Commission a pointé la difficulté à appréhender en fait cette évolution dans les textes actuels. Et dernier point, une incertitude sur la répartition des responsabilités dans la chaîne d'opérateurs économiques qui intervient en fait dans l'intégration, donc dans le développement du système d'IA, dans l'entraînement du système, puis ensuite dans son déploiement, puis dans son utilisation. Et moyennant tout ça, la Commission a fait donc plusieurs propositions. Elle a fait une proposition qui est celle dont on a parlé ce matin, qui est un règlement le règlement IA. Donc en fait là, il s'agit, vous l'avez bien compris, d'établir des règles permettant d'essayer le plus possible d'éviter qu'il y ait des risques pour la sécurité et des atteintes aux droits fondamentaux des personnes du fait des systèmes d'IA. Donc tout un tas d'obligations qui sont à la charge des fournisseurs de systèmes, des déployeurs et des utilisateurs.
Mais en fait, ces obligations avec des sanctions réglementaires, mais en fait, il n'en reste pas moins que l'existence d'obligations ne permet pas d'éviter en fait la réalisation de dommages et l'occurrence de sinistres. Et donc en fait, la Commission, en même temps, ou enfin avec un décalage d'1 an, qu'elle a proposé le règlement IA, a proposé 2 textes dont l'objet est effectivement de faire évoluer les règles de responsabilité extra-contractuelle. Et donc, c'est les deux textes que j'évoquais en introduction. Une proposition de révision de la directive responsabilité du fait des produits défectueux et une proposition de directive spécifique à la responsabilité des systèmes d'IA. Bien évidemment, on est praticien, on sait que tout ça, en fait, aussi bien les obligations réglementaires que les modifications du régime de la responsabilité extra-contractuelle vont avoir des implications dans les négociations de contrats, puisqu'en fait, on l'a vu par exemple avec le RGPD, chacun s'est empressé d'essayer d'inclure dans ses contrats des moyens en fait de se prémunir des nouvelles obligations. Donc il est fort à parier que nous allons voir dans les prochains temps un certain nombre de discussions sur le contenu des contrats pour nos clients. C'est pas l'objet là de ma présentation, mais quand j'aborderai les 2 propositions de directive, je vais quand même donner quelques indications sur ce qu'on est susceptible de voir apparaître dans les contrats. Donc, sans plus tarder, je vais commencer à présenter l'articulation en fait entre les 2 propositions de directive. Parce que c'est vrai, pourquoi 2 propositions de directive en réalité, pourquoi pas une? Eh bien, parce qu'en fait, la Commission les conçoit vraiment comme 2 textes complémentaires, n'ayant pas tout à fait le même périmètre d'application, ce qui va poser des difficultés qui ont été d'ailleurs pointées dans le rapport remis au Parlement, des difficultés d'articulation de ces 2 textes. Et donc, dans l'esprit de la Commission, il y a vraiment 2 périmètres d'application bien distincts. Tout d'abord parce qu'on ne parle pas nécessairement du même périmètre de produit. S'agissant de la mise à jour de la responsabilité du fait des produits défectueux, on parle vraiment d'un produit défectueux qui soit à usage privé ou à usage mixte et qui a causé un dommage. Alors que dans le cadre, donc il faut rentrer dans la définition de produit pour que le texte s'applique, alors que dans le cadre de la directive responsabilité IA, on parle de tout système d'IA ayant causé un dommage. Ensuite, le deuxième point de distinction en fait entre les 2 textes, c'est que les personnes susceptibles de s'appuyer en fait sur les règles de responsabilité pour engager la responsabilité ne sont pas les mêmes. Dans la proposition de directive révisant la responsabilité du fait des produits défectueux, on est vraiment centré sur les personnes physiques. Ou une personne morale subrogée dans les droits de la personne physique. Là où, dans la proposition de directive responsabilité IA, il s'agit de toute personne, donc toute personne physique ou morale. Troisième point de distinction entre les 2 textes, c'est finalement les potentiels défendeurs en réalité, dans le cadre de ces nouvelles règles de responsabilité. Et donc, dans la révision produit défectueux, il s'agit du fabricant du produit défectueux, en ce compris les fabricants de composants. Donc ça, on verra plus tard dans le détail. Alors, là où, en fait, dans la proposition de directive responsabilité IA, on ne parle pas seulement du fabricant, on parle en fait du fournisseur, mais aussi de n'importe quel utilisateur du système d'IA. Donc, périmètre, là aussi, plus large. Dernier point majeur de distinction entre ces deux régimes, ce sont les typologies de dommages susceptibles d'être réparés en fait par l'un dans le cadre de l'un ou dans le cadre de l'autre. Sachant que pour la responsabilité du fait des produits défectueux, on parle d'un régime qui permet de réparer des dommages qui sont ceux causés à la personne, donc la perte de vie, les dommages corporels, les dommages causés aux biens également. Et là, on va voir qu'il y a un élargissement en fait des typologies de biens susceptibles de rentrer dans le champ d'application, des dommages réparables.
À l'inverse, en fait, donc on est quand même là limité, c'est-à-dire que les préjudices purement économiques, les préjudices typiquement résultant de discrimination, on en a beaucoup parlé dans la présentation précédente, et c'est vrai que c'est un réel risque quand on parle de système d'IA. Tous ces préjudices-là ne sont pas réparables au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux. Donc, dans l'esprit de la Commission, il fallait un autre texte qui permette en fait de faciliter l'action du demandeur en cas d'atteinte à la vie privée, par exemple, ou de préjudice économique. Et donc, c'est ce qui a motivé la rédaction de 2 propositions de directive. Là, je vais commenter les textes publics en l'état, donc c'est-à-dire s'agissant de la proposition de directive responsabilité du fait des produits défectueux, c'est le texte issu du vote du Parlement en mars dernier, et s'agissant de la responsabilité IA, c'est le texte donc initial, donc on parle de la proposition de la Commission qui a été émise en septembre 2022. Donc comme on le verra, ce texte est un petit peu daté et plus vraiment adapté compte tenu des évolutions du règlement IA, mais j'y reviendrai dans un second temps quand j'aborderai cette proposition de directive. Donc, s'agissant de la proposition de directive sur la responsabilité du fait des produits défectueux, on a plusieurs évolutions. Donc, bon, pour mémoire, la directive qui est révisée, c'est une directive de 1985. Elle a 40 ans, donc elle est clairement plus du tout en fait au goût du jour s'agissant des produits qu'on utilise aujourd'hui. Hein. C'est complètement, on va dire, le terme est un peu fort, mais obsolète, voilà. Cette directive a été transposée en droit interne assez tardivement d'ailleurs. Aujourd'hui, le régime qu'elle a institué, c'est les articles 1245 et suivants de notre code civil. Donc simplement pour recontextualiser un tout petit peu ce que c'est que ce régime, donc le producteur, c'est une responsabilité sans faute, donc de plein droit. C'est un point très important. Et le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. Et un produit est considéré comme défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Et donc, dans le régime actuel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre s'apprécie au regard de 3 circonstances, notamment, c'est la présentation du produit, l'usage qui peut être raisonnablement attendu par les utilisateurs, et le moment de la mise en circulation du produit. Voilà. Donc, de fait, ce texte, en fait, il a été assez peu utilisé, voire même pas du tout s'agissant des logiciels, à tel point qu'en fait, on se demande même s'il est applicable. Je pense que la réponse est oui, mais enfin, c'est une discussion. Là où, en réalité, l'ambition en fait de la proposition de directive de la Commission européenne, c'est clairement de lever toute ambiguïté sur l'applicabilité de ce régime au logiciel et notamment au système d'IA. Et donc en fait, elle prévoit, cette proposition, tout un tas d'adaptations des concepts clés de la responsabilité du fait des produits défectueux au système d'intelligence artificielle notamment, parce qu'elle est plus générale, hein, cette révision du régime de la responsabilité des produits défectueux, mais il y a clairement des évolutions qui visent directement à faciliter la mise en œuvre de la responsabilité lorsqu'un dommage a été causé par un produit qui est un système d'IA, par un produit incorporant un système d'IA. Donc concrètement, qu'est-ce qu'elle fait cette proposition? Déjà, elle adapte la définition de produit pour englober les systèmes d'intelligence artificielle. Comment? De plusieurs manières. Elle dit que le système d'IA peut être un produit en lui-même. Le système d'IA peut aussi être un composant d'un autre produit, et cet autre produit, ça peut être un autre logiciel, mais ça peut aussi être un objet tangible, tel qu'une voiture, un drone, voilà, enfin, on peut tout imaginer. Et elle précise également que, en fait, le système d'IA peut être fourni sous forme de services connexes. C'est-à-dire que, par exemple, l'exemple qui est donné dans les considérants, c'est l'objet connecté montre permettant de lever des alertes en cas de défaillance du corps, qui est connecté à un service en ligne, et ce service en ligne qui fait des analyses en fait en permanence des données qui lui sont renvoyées. En fait, le produit, c'est pas seulement la montre, c'est aussi le système interconnecté qui englobe un système d'intelligence artificielle pour l'analyse et qui lève des alertes le cas échéant lorsqu'il y a des variables du corps humain qui ne sont pas celles qu'elles devraient être.
Dernier point, comme dans le cadre du règlement IA, il y a une exception pour les logiciels qui sont soumis à des licences open source, mais il faut pas seulement que le logiciel soit soumis à une licence open source, il faut aussi qu'il soit soumis, qu'il soit fourni à titre non commercial. Donc en fait, ça limite quand même singulièrement l'application de cette exception dans le cadre de cette proposition de directive. Donc voilà pour l'adaptation de la notion de produit, hein, qui clairement vise, enfin là il n'y a plus d'ambiguïté possible, on vise les systèmes d'IA, c'est une évidence. Deuxième point d'adaptation, c'est que dans les dommages indemnisables, la directive vient ajouter les atteintes aux données, la dégradation, enfin la corruption ou la perte de données. Voilà, donc ça c'est un point nouveau qui clairement a vocation à tenir compte des évolutions des services digitaux. Autre point majeur en fait qui reflète les défis en fait qui sont ceux des systèmes d'intelligence artificielle, c'est l'adaptation des critères que l'on doit prendre en considération pour déterminer. Alors, j'ai mis défectuosité, on peut dire défaut, mais le texte dit défectuosité, je pense que c'est un anglicisme, donc voilà, j'ai reproduit le texte. Mais les critères à prendre en considération pour déterminer en fait si un produit est défectueux ou non. Parmi ces critères, la liste est largement élargie par rapport aux 3 que j'ai cités tout à l'heure et qui sont ceux qui sont aujourd'hui dans notre code civil. Nous avons notamment un critère qui est le non-respect par le produit des règles de sécurité obligatoires et notamment des règles de cybersécurité. Donc à l'évidence, s'agissant des systèmes d'IA, je pense qu'à l'avenir, la conformité en fait, du produit aux règles de sécurité qui sont fixées dans le règlement IA vont être très précisément scrutées pour déterminer si un produit est défectueux ou non. Autre point, s'agissant des textes qui ont été récemment adoptés au niveau européen, il y a le Cyber Resilience Act et typiquement, en fait, un produit qui ne serait pas conforme aux règles de sécurité qui sont imposées par ce texte pourrait considérer comme défectueux au sens de cette proposition de directive. Deuxième critère de défectuosité qui a été, qui est proposé comme ajout par la Commission européenne et donc par le Parlement, puisque le texte a été voté par le Parlement, c'est l'effet des capacités d'apprentissage du système d'IA sur le système d'IA et sa capacité à en fait développer de nouvelles fonctionnalités pendant son cycle de vie. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, il y a maintenant une obligation qui n'est plus seulement au moment de la mise en circulation du produit, mais qui s'étend dans le temps, puisque le système d'IA continue d'apprendre. Et donc, en fait, en réalité, la défectuosité, elle est susceptible d'apparaître après la mise en circulation. Troisième point, il faut que dans cette appréciation du défaut, tenir compte de l'utilisation raisonnablement prévisible avec d'autres produits, y compris via une interconnexion. Et alors là, on ouvre un champ, en fait, qui est vraiment, qui va susciter, je pense, de nombreux débats judiciaires, si cette directive est adoptée, puis transposée en droit interne, puisque, en réalité, qu'est-ce qu'un usage raisonnablement prévisible en interconnexion avec un autre produit? Je pense typiquement aux modèles d'IA à usage général qui ont été évoqués tout à l'heure, ou en fait à n'importe quel système d'IA qui pourrait être utilisé en fait en interconnexion avec n'importe quel produit de la vie quotidienne. Je pense que ça va susciter un certain nombre de débats. Donc voilà pour les adaptations sur les critères de défaut. J'ai déjà touché un mot en fait des obligations du fabricant dans la durée. En fait, il y a d'autres points dans la proposition de directive qui tendent à en fait l'accroissement des obligations du fabricant dans la durée, donc après la date de première mise en circulation. En fait, on considère dans la directive que la mise à jour logicielle ou l'évolution continue due à l'apprentissage de l'IA est une nouvelle mise sur le marché. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ça veut dire qu'en fait, le délai d'expiration de l'action, qui serait de 10 ans, c'est ce qui est prévu dans la proposition de directive, est relancé à chaque fois qu'il y a une mise à jour du logiciel du système d'IA qui est fourni par le fabricant, et également relancé
si il y a un apprentissage de l'IA qui entraîne une modification substantielle du système d'IA. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une modification substantielle, me direz-vous? Eh bien, c'est une modification qui a vocation à modifier les fonctions du produit ou à modifier, en fait, sa classification au regard des règles de sécurité. Donc, typiquement, si un système d'IA, du fait de son apprentissage continu, bascule dans la catégorie IA à haut risque, eh bien là, on est dans une modification substantielle avec, on considère que c'est une nouvelle mise en circulation. Ensuite, autre point fondamental pour les fabricants de systèmes d'IA, en fait, tant que le produit est sous leur contrôle, c'est-à-dire que tant qu'ils et donc sous leur contrôle, c'est-à-dire que c'est tant qu'ils fournissent des mises à jour, eh bien, ils doivent s'assurer que ces mises à jour permettent d'assurer la sécurité de leurs produits, la cybersécurité de leurs produits. Donc, c'est finalement, en creux, on pourrait considérer qu'on tend vers une obligation, même si le texte s'en défend, c'est quand même assez discutable dans la manière dont c'est rédigé, on tend vers une obligation dans la durée d'assurer la sécurité du produit tant qu'on fournit des mises à jour pour les fabricants de systèmes d'IA. Et ensuite, point tout à fait fondamental s'agissant des systèmes d'IA, point qui avait été relevé par la Commission, c'est la répartition de la responsabilité entre les opérateurs économiques, lorsqu'il y a l'intégration d'un système d'IA dans un autre produit. Comment ça fonctionne? Donc, si une entreprise A décide d'intégrer un système d'IA fourni par une entreprise B, le produit cause un dommage. Donc, je sais pas, je vais prendre un exemple, un drone qui intègre un système qui permet un pilotage automatique. Le drone a un accident et blesse une personne. Finalement, quelle est la répartition des responsabilités entre le fabricant du drone et le fabricant du système d'IA qui a été intégré? Eh bien là, tout dépend de la manière dont l'intégration a été faite et sous le contrôle de qui. Donc, le principe, qui est le principe aujourd'hui en vigueur, c'est la responsabilité solidaire. Cela ne va pas changer. La victime peut vous m'entendez toujours? Oui, ok. La lumière s'est éteinte, donc je me demandais si mon micro avait été... donc, si la victime peut agir contre tous les fabricants, mais ensuite, il y a une répartition en fait, qui se fait entre ces fabricants. Et donc là, tout va dépendre effectivement des circonstances de l'intégration du produit ou de la modification du système d'IA pour créer un nouveau produit. Donc, si c'est le composant IA qui a causé le défaut du produit et que ce composant a été intégré sous le contrôle du fabricant du composant, alors la responsabilité du fabricant du composant peut être engagée en même temps que celle du fabricant du produit fini. Donc, le système d'IA et le fabricant du drone, les deux. Ce n'est pas très clair, mais il semblerait qu'à l'inverse, si le composant système IA défectueux n'a pas été intégré sous le contrôle du fabricant de ce composant, alors la responsabilité du composant du système d'IA n'est pas susceptible d'être engagée et seule pourra être engagée la responsabilité, au bout du bout, seul sera responsable, le fabricant du drone dans son ensemble qui a intégré le système d'IA en dehors du contrôle de celui qui a fourni le système d'IA qui a été intégré. La notion clé ici, en fait, dans la proposition de directive, c'est la notion de sous le contrôle. Et pour être tout à fait honnête, en fait, cette notion de sous le contrôle, quand on lit la proposition de directive, elle n'est pas très claire. Parce qu'en fait, quand on regarde le texte aujourd'hui, on considère que, en fait, un fabricant d'un produit est en contrôle de son produit dès lors qu'il continue de fournir des mises à jour. Donc en fait, pour moi, c'est totalement insuffisant comme notion de sous le contrôle. Donc je pense qu'il va y avoir un certain nombre de discussions autour de cette notion de sous le contrôle qui est vraiment clé dans la répartition des responsabilités. Autre point d'importance s'agissant des systèmes d'intelligence artificielle, si l'entreprise A, je reprends mon exemple de drone, décide... non, alors l'exemple de drone, c'est pas un bon exemple. Si on a une entreprise qui décide de prendre un modèle d'IA à usage général et qui décide de le modifier pour l'adapter
l'adapter à ses propres besoins et d'en faire autre chose. Par exemple, je dis n'importe quoi, hein, mais on va dire un fabricant de produits électroménagers décide de prendre un système d'IA à usage général et de faire un chatbot qui donne des conseils sur comment utiliser les produits électroménagers, et que en fait le produit utilisé selon les instructions génère un dommage. Qui est responsable? Est-ce que dans cette situation, c'est le fournisseur du système d'IA ou est-ce que c'est le fournisseur du produit électroménager avec ce service de conseil? Eh bien, tout va dépendre de si ce fabricant d'électroménager a modifié substantiellement ou non le système d'IA pour créer son nouveau produit. Eh bien, dans cette hypothèse, il faut revenir à la notion de modification substantielle que j'évoquais tout à l'heure, à savoir, est-ce qu'il y a eu une modification des fonctions prévues à l'origine, ou est-ce que la modification modifie le profil de risque du système d'IA? Et donc, en fait, effectivement, évidemment que si tout ça a été fait en dehors du contrôle du fournisseur du modèle d'IA à usage général, il va y avoir une discussion, puisque, a priori, il ne peut pas être responsable de quelque chose dont il n'avait pas connaissance. Ensuite, autre point d'interrogation dans le texte, c'est la répartition contractuelle. Donc là, j'en viens à mon point sur les contrats. La répartition contractuelle possible des responsabilités entre fabricants. Eh bien là, nous avons un article qui nous dit que cette répartition, donc en l'état du droit, c'est possible. On peut contractuellement, quand on est en B2B, avoir des répartitions sans aucun sujet, tant que il n'y a pas de, la victime peut obtenir indemnisation. Là où le texte la proposition est un peu ambiguë par rapport à notre régime actuel, c'est que en fait, elle vient dire qu'il pourrait y avoir une répartition contractuelle des responsabilités pour les micro-entreprises, pour les composants logiciels, et uniquement lorsque il s'agit d'une micro-entreprise et que cela a été spécifiquement contractuellement stipulé entre l'éditeur du composant logiciel et le fabricant du produit fini. Donc, est-ce que le fait d'avoir cet article veut dire que pour les autres cas, on ne peut pas avoir de répartition de responsabilité entre les différents producteurs? Eh bien, les différents fabricants, pardon. C'est une question pour moi encore en suspens. À la lecture du texte, je ne suis pas capable de donner une réponse là-dessus. Donc, je pense qu'effectivement, ça peut aussi susciter un certain nombre de débats. Dernier point, s'agissant de cette proposition de directive, avant de passer à la révision de la responsabilité IA. En fait, cette directive, elle vient créer d'un point de vue procédural de changements majeurs. D'abord, une obligation en fait à la charge du défendeur et du demandeur de divulguer les preuves à la demande de la juridiction lorsqu'il y a une procédure en cours. Cette divulgation, elle peut être ordonnée dès lors que, donc dans le cas du demandeur, s'il démontre la plausibilité de son action, du dommage qu'il allègue. S'agissant de la demande du défendeur contre le demandeur d'une divulgation, c'est dès lors que il fait la preuve que le défendeur détient des preuves qui pourraient l'exonérer de sa responsabilité. Donc, c'est une divulgation pour les deux parties à la procédure. Évidemment, cette obligation de divulgation, elle est soumise à certaines conditions. Elle doit être proportionnée, nécessaire à la cause, et dans le respect de la confidentialité et du secret des affaires. Alors, je pense que ça va susciter un certain nombre de débats. Quelles sont quelles sont les modalités pratiques de communication, sachant que les preuves qui sont communiquées par les défendeurs doivent être intelligibles. Le texte précise bien qu'il ne s'agit pas de communiquer 3000 pages de code sans aucune indication. Il faut que ce soit intelligible et facilement compréhensible par une personne, par un justiciable. Deuxième changement procédural qui est envisagé par la directive, c'est l'établissement d'un système de présomption, des présomptions de défectuosité. Donc là, en fait,
il y aurait trois cas en fait qui s'appliqueraient. Si le défendeur n'a pas divulgué les preuves alors que ça lui était ordonné conformément à cette nouvelle obligation de divulgation que je viens d'évoquer. Deuxième point, présomption de défectuosité, si le demandeur démontre que le produit n'est pas conforme aux exigences obligatoires en matière de sécurité. Troisième présomption de défectuosité, c'est si le demandeur démontre que le dommage a été causé par un dysfonctionnement manifeste du produit lors d'une utilisation raisonnablement prévisible. Et deuxième point particulièrement intéressant s'agissant des systèmes d'intelligence artificielle, puisqu'évidemment tout ça, dans l'esprit de la commission et dans la manière dont c'est présenté, a vocation à aider en fait le demandeur lorsqu'il est confronté à une preuve très difficile du fait du caractère éminemment technique en fait des systèmes d'intelligence artificielle. Donc, lorsque le demandeur fait face à des difficultés vraiment excessives en raison de la complexité technique, et les systèmes d'IA sont clairement visés comme étant un possible cas de difficulté technique excessive pour le demandeur, la juridiction pourrait établir une présomption de défectuosité du produit, de lien de causalité, ou les deux, à supposer bien sûr que le demandeur démontre qu'il est probable que le produit est défectueux et qu'il existe un lien de causalité entre la défectuosité et le dommage. Voilà, donc voilà pour la proposition de révision du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux. Je vais maintenant passer à l'autre proposition de directive qui est donc relative à la responsabilité IA. Et donc cette proposition de directive, je vais aller rapidement parce que en fait, en réalité, elle est très questionnée, hein, disons-le franchement. C'est aujourd'hui, elle est donc, ça fait en fait plus d'un an qu'elle est en discussion au Parlement et je pense que les débats ont été très retardés du fait des discussions sur le règlement IA. On attendait en fait que le règlement IA soit adopté pour reprendre les discussions. Les discussions reprennent en octobre, donc demain. En fait, en l'état, ce texte n'est plus du tout raccord avec le règlement IA, puisqu'en fait, les concepts qui sont dans ce texte sont ceux de septembre 2022, donc ceux du règlement IA dans sa version avant débat et avant modification, notamment du fait des modèles d'IA à usage général. Donc en fait, les concepts là-dedans sont à revoir entièrement, la rédaction est à revoir entièrement. Donc ce que je vais vous dire est sous réserve des modifications qui devront nécessairement intervenir si cette directive poursuit son chemin législatif. Donc, on parle là d'une responsabilité pour faute et il s'agit d'essayer pour la commission, l'idée était de favoriser la réparation des dommages causés par le résultat d'un système d'IA ou l'incapacité du système à produire un résultat. Donc, principalement, deux choses principales dans cette directive. La première, pour les fournisseurs et les utilisateurs d'un système d'IA à haut risque, une obligation de divulgation d'éléments de preuve similaire à celle que je viens de décrire en fait pour la responsabilité du fait des produits défectueux. Et deuxième nouveauté, un système de présomption qui est à mon sens assez peu lisible, j'y reviendrai ensuite, mais donc là pour revenir d'abord sur l'obligation de divulgation, je vais juste vous parler en fait des écarts par rapport à ce que j'ai dit sur la responsabilité du fait des produits défectueux, sinon ça va être une grande redite. Les éléments de différence, c'est que là on ne parle que du demandeur à l'égard du défendeur et en fait c'est dans le cas d'une procédure en cours ou d'une potentielle procédure. Donc ça, je ne sais pas bien ce que ça veut dire. Hein. Enfin, c'est pas très clair, la potentielle procédure. Il faut que le demandeur démontre la plausibilité de sa demande, tout de même, pour obtenir la divulgation une décision de la Cour ordonnant la divulgation de preuves. Étonnamment, le texte ne prévoit pas que la preuve ainsi divulguée doit être lisible. Donc voilà, c'est un élément majeur de différence entre les deux textes. Et l'autre élément important ici, c'est que en fait, si c'est la divulgation ou la préservation qui peuvent être ordonnées, ce sont les deux. Et si le défendeur ne se conforme pas à une décision lui enjoignant de divulguer ou de préserver, eh bien alors, il y a une présomption réfragable, hein, mais il y a une présomption de défaut, manquement à un devoir de vigilance de la part du défendeur.
Et donc, en fait, il y a une présomption de faute. Et j'en viens là à la deuxième, du coup, grande obligation, enfin grande nouveauté que la Commission a souhaité créer avec ce texte, c'est un système de présomption. Alors attention parce que c'est très compliqué, donc je vais essayer d'être le plus clair possible, mais franchement, c'est vraiment pas clair. Déjà parce que, comme je vous le disais, les concepts qui sont dans la proposition actuelle sont ceux de 2022, donc en fait, ils sont clairement plus le reflet du règlement IA. Notamment, on ne parle pas de déployeur, on ne parle pas de système d'IA à usage général. Donc en fait, il y a plein de choses qui sont inexistantes dans la proposition de directive, ce qui l'a rendu coup d'ores et déjà obsolète en réalité. Mais donc, pour revenir sur cette présomption, en gros, l'idée, c'est qu'il y a une présomption réfragable de lien de causalité entre la faute démontrée, donc il faut quand même démontrer une faute du défendeur, et le résultat du système d'IA ou l'absence de résultat attendu tel qu'attendu. Donc, comment ça fonctionne? Eh bien, il y a 3 conditions en fait pour établir cette présomption. Il faut qu'il y ait une faute démontrée ou présumée du fait de l'absence de communication des preuves déjà évoquées. Et donc, cette faute, elle doit être démontrée au regard d'un manquement à un devoir de vigilance légalement prévu dans le droit de l'Union européenne ou dans le droit des États membres. Et donc, ce devoir de vigilance doit viser directement à protéger contre le dommage qui est survenu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, si on regarde le texte tel qu'il existe aujourd'hui, sont précisés en fait dans les articles quels sont au regard de l'IA Act, mais donc version 2021, les manquements aux obligations donc X, Y, Z sont constitutives pour les fournisseurs de systèmes d'IA à haut risque d'un manquement au devoir de vigilance. Voilà, donc ça il y a un certain nombre d'obligations qui sont citées. De même pour les utilisateurs de systèmes d'IA à haut risque. Et pour les autres, on ne sait pas. Voilà. Parce que, en fait, ce texte, il vise pas que les systèmes d'IA à haut risque. Cette obligation ne vise pas, cette présomption, pardon, ne vise pas que les systèmes d'IA à haut risque. Elle vise tout système. Et donc, en fait, pour les autres, c'est pas très clair de quel devoir de vigilance on parle. Mais voilà. Donc, il faut démontrer une faute au regard d'un manquement, qui est démontrée sur la base d'un manquement à un devoir de vigilance. Premier point. Deuxième condition, il faut démontrer qu'il est raisonnablement probable que cette faute a influencé le résultat du système d'IA ou l'absence du résultat attendu. Et troisième point, il faut démontrer la preuve du lien de causalité entre le dommage, donc il faut évidemment aussi démontrer un dommage, ça c'est la base, et le résultat ou l'absence ou l'incapacité à produire le résultat. Donc en fait, c'est, disons, dans la chaîne de causalité entre la faute et le dommage, on a une présomption qui ne porte que sur le premier maillon. C'est le maillon présomption de causalité entre la faute et le résultat du système. Après, le lien de causalité entre le résultat du système et le dommage reste à démontrer. Voilà donc en gros, très gros, le régime, la présomption telle qu'elle a été imaginée, donc présomption réfragable, bien sûr je ne l'ai pas précisé, qui a été imaginée par la Commission dans cette proposition de directive. Mais en fait, j'en viens à la fin, mais qui est en fait assez importante. C'est en fait quand est-ce qu'on peut imaginer avoir en fait des textes qui soient votés et transposables. Et bien en fait, rien n'est moins clair et tout ça est très très incertain puisque comme on le disait en tout début, il y a une nouvelle étude d'impact qui a été remise au Parlement il y a une semaine. Et en fait, cette étude d'impact vient très sérieusement modifier, en tout cas, elle est très critique, on va dire, à l'égard des textes en l'état, et notamment très critique à l'égard de la proposition directive IA. Et donc, ce qu'elle propose, en fait, en réalité, comme modification, ce sont des modifications assez structurelles dans la proposition de directive, puisque, premier point, elle suggère que ce ne soit pas 2 propositions de directive, mais 2 propositions de règlement d'application directe. Donc, en réalité, on bascule dans un autre monde. Si on a 2 propositions de règlement, c'est quand même toute une autre histoire. Deuxième point,
Elle pointe le fait qu'évidemment, en l'état de cette proposition de directive IA, eh bien, il y a un désalignement complet avec les concepts du règlement IA, donc tout est à revoir, hein, globalement. Notamment s'agissant des systèmes, des modèles d'IA à usage général. Troisième point, cette étude d'impact vient dire qu'en réalité, ce qu'il faut, en complément de la révision du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux, c'est un texte responsabilité, mais qui ne soit pas limité au système d'IA, qui soit en fait une révision de la responsabilité pour tous les logiciels. Donc en fait, c'est fondamentalement pas du tout le même champ d'application, c'est beaucoup plus large. Évidemment que si c'est le cas, la directive telle qu'elle existe, la proposition de directive telle qu'elle existe et qui fait vraiment, c'est quelques pages, hein, c'est très très succinct, ce serait évidemment quelque chose de fondamentalement beaucoup plus fourni, beaucoup bien différent, d'autant que l'étude d'impact dit aussi qu'il faudrait très clairement envisager la piste d'une responsabilité sans faute, donc sur le modèle de la responsabilité du fait des produits défectueux, pour les logiciels. Alors du coup, là, on commence à se dire, mais puisque les logiciels sont désormais dans le périmètre de la responsabilité du fait des produits défectueux, comment tout ça va se mettre en musique? Donc je pense qu'il va y avoir un certain nombre de discussions sur l'articulation entre ces deux futures, nouvelles versions des textes, le cas échéant. Et dernier point, ah oui, elle indique également que la proposition de directive actuelle sur la responsabilité IA est insuffisante pour clarifier la répartition des responsabilités entre les opérateurs économiques de la chaîne. Et donc, elle pointe ce défaut et la nécessité de venir ajouter des dispositions dans la directive, directive, règlement, je sais plus, bref, le texte ayant vocation à réglementer la responsabilité, à modifier les règles de responsabilité extra-contractuelle s'agissant de l'IA. Peut-être un dernier point pour ouvrir la discussion et montrer qu'en réalité les approches sont quand même très différentes selon les juridictions. C'est intéressant de voir que par exemple le Royaume-Uni a fait donc toute une étude sur les mêmes sujets en parallèle de l'Union européenne et en est venu à la conclusion qu'il ne fallait rien faire. Voilà. Donc en fait, on a là l'exemple de deux approches très différentes de la nécessité, des conclusions très différentes, pardon, de la nécessité d'adapter les régimes de responsabilité extra-contractuelle aux dommages causés par des systèmes d'IA. On a d'un côté un pays qui considère qu'il faut juste rien faire et que les concepts actuels sont tout à fait suffisants, et de l'autre l'Union européenne qui clairement prend un contre-pied total et dit en fait pas du tout, les règles sont insuffisantes et voilà, propose une refonte quand même assez substantielle des règles de responsabilité extra-contractuelle que je viens d'évoquer, même si, comme je vous le disais, aujourd'hui, il y a un énorme point d'interrogation sur la date à laquelle on pourrait avoir des textes adoptés et ensuite, évidemment, il y aura tous les délais. Alors, si ce sont des directives, des délais de transposition, si ce sont des règlements, évidemment, la transposition n'a plus lieu d'être, donc peut-être que ce serait d'application directe. Voilà, j'en ai fini. Non. Merci beaucoup, Aurélien. Comme ça, on a fait une grande révision du droit de la responsabilité civile. C'est toujours intéressant quand on a un peu été un petit peu loin de toutes ces préoccupations. Donc, je ne sais pas s'il y a quelques questions. En ligne. Pas de questions. Donc, rendez-vous dans... Pas dans plus longtemps. Mais à suivre, très clairement à suivre, hein, parce que ça, si ça entre en vigueur, ça va quand même modifier un certain nombre de choses. Oui, mais je pense qu'après l'étude d'impact, là... Oui, voilà, évidemment, les travaux au Parlement vont reprendre et ça va bouger. Au moins, on aura une indication de la direction que ça je crois qu'au Conseil, ils attendaient aussi. Oui, je pense qu'ils sont un peu... oui, parce que donc, du coup, la directive produits défectueux est aujourd'hui au Conseil. Elle est au stade de l'étude par le Conseil. Bien, merci beaucoup, Aurélien. Merci à vous.
Donc, j'appelle Monsieur Thierry Vickers à la barre. Je m'installe. Ça, c'est ma présentation. D'accord. Ok. Donc, nous avons le plaisir de recevoir Thierry Vickers, ancien beaucoup de choses, hein, mais surtout futur président du Conseil des barreaux européens en 2025, qui donc va intervenir sur un sujet finalement qu'il n'a un nouveau sujet par rapport à l'exposé qu'il devait faire sur l'IA générative, un outil profitable aux avocats. Thierry, je te laisse la parole. Merci, bonjour à tous et merci Laurent de remettre dès le début les choses en perspective. Jusqu'à la semaine dernière, j'étais chargé d'une présentation de l'IA Act et puis finalement, tu m'as envoyé un message en disant oui, tu as raison, c'est pas du tout ce que tu dois traiter. Tu dois au contraire te lancer dans une espèce de réflexion prospective sur l'avenir des cabinets d'avocats à travers l'implémentation de l'intelligence artificielle. Donc, je te remercie pour... Et encore, il a fallu que ce soit moi qui demande. Hein. Donc, je vais essayer de me livrer à cette réflexion prospective et vous comprendrez évidemment qu'à la différence de tous ceux qui m'ont précédé jusqu'à présent dans cette matinée, je ne vais pas avoir la chance de pouvoir m'accrocher à des textes ou à des supports juridiques et donc je vais me lancer, comme je vous l'indiquais, dans une espèce de réflexion prospective. Je vous invite donc à m'arrêter à tout moment pour me contredire ou pour faire part de vos observations, puisque évidemment, nous allons un petit peu travailler sans filet sur ce sujet. Alors, toc, ça fonctionne. Et la première... Non, ça ne fonctionne pas. Hop, vous me remettez à 0. Parfait. OK. Non, c'était bon. Alors, la première question qu'il faut qu'on se pose, puisqu'on vous en parle depuis le début de la matinée, mais moi, je vous en pose une déjà. Qui, dans son exercice professionnel, aujourd'hui, utilise de manière régulière ou pas régulière une intelligence artificielle? Vous êtes combien? Donc, ça commence déjà à être significatif, puisqu'effectivement, on a une bonne partie d'assistance qui a commencé à se servir d'outils d'intelligence artificielle, et le fait de savoir m'évitera de raconter un certain nombre de choses que vous savez déjà. Alors, l'intelligence artificielle, et la démonstration de l'instant l'établit, l'intelligence artificielle, elle va être utilisée par les avocats, elle est déjà utilisée, et si on prend l'exemple, ou en tout cas si on se réfère au précédent technologique, elle sera utilisée dans les conditions habituelles, c'est-à-dire que beaucoup d'avocats aujourd'hui n'ont pas d'adresse mail sécurisée, beaucoup d'avocats échangent des données confidentielles sur des systèmes comme Dropbox qui ne sont pas non plus sécurisés, et donc je prend comme principe et comme postulat que beaucoup d'avocats vont utiliser des outils d'intelligence artificielle sans guère se préoccuper des problèmes de secret professionnel, simplement parce que, après avoir utilisé pendant 1 heure une intelligence artificielle, vous en avez déjà assez de sécuriser les fichiers que vous lui confiez, et vous êtes tenté, oui vraiment tenté, d'arrêter de le faire, et donc nous allons avoir incontestablement sur ce plan-là certainement des problèmes qui vont se poser, mais problèmes auxquels il faut trouver une solution en tenant compte de ce qu'est le comportement normal d'un opérateur économique comme l'avocat, c'est-à-dire qu'il va aller au plus simple, au moins coûteux et au moins rapide. Alors aujourd'hui, que peut faire l'intelligence artificielle ? Le premier élément que vous entendrez certainement, ou vous avez déjà entendu, c'est celui qui consiste à vous dire
l'intelligence artificielle en matière d'innovation et en matière donc de créativité, c'est 0. La première enquête que nous avons, qui est une enquête de 2023, vous avez les résultats sous les yeux, elle démontre exactement l'inverse. Dans 2 groupes de performance placés, l'un avec un système IA et l'autre sans système IA, et avec comme mission de réaliser une opération qui est une opération de créativité, le groupe avec l'intelligence artificielle bat à plate couture le groupe sans intelligence artificielle. Pourquoi? Je pense qu'on peut évoquer au moins 2 explications. D'abord, parce que lorsque vous recourez à un système d'intelligence artificielle, au lieu de faire appel à la réflexion et à l'intelligence des gens qui sont dans la salle, vous multipliez par 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, 1 million le pool sur lequel vous pouvez vous appuyer. Et donc, pour des raisons purement statistiques, évidemment, il y a plus de chances que les 1 million de personnes qui sont en dehors de la salle aient plus d'idées que les 4 qui sont à l'intérieur. Et donc, pour cette raison-là, vous avez déjà un boost dans la productivité et dans l'innovation. Et puis le deuxième élément, vous le connaissez aussi, c'est la capacité de l'intelligence artificielle à détecter à l'intérieur d'une masse de données des éléments qui sont de nature à vous permettre ensuite d'avoir une réflexion prospective, mais que vous n'auriez pas été capable de détecter sans faire un travail énorme que vous n'êtes pas évidemment aujourd'hui, ni jamais, en mesure de réaliser. Et donc, je crois qu'il est important d'avoir à l'esprit que notre secteur, qui se vante assez curieusement, puisque nous sommes des juristes, qui se vante assez curieusement de la nécessité d'être créatif et innovateur, alors qu'on passe son temps simplement à remâcher les mêmes textes pour leur faire dire il est vrai quelque chose d'autre. Mais bon, donc en tout cas, oui, ça peut être utile. En revanche, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, et quand je dis aujourd'hui, j'aurais dû dire il y a 15 jours, l'intelligence artificielle est en revanche beaucoup moins performante lorsqu'on lui demande directement, ça rassure, de régler un problème. Et là, dans cette expérience qui est une expérience de la fin de 2023, le groupe qui était doté de l'intelligence artificielle avait des résultats inférieurs au groupe qui n'avait pas accès à l'intelligence artificielle. Parce que c'est vrai que l'intelligence artificielle générative, jusqu'à présent, elle n'était pas, c'était pas son boulot, elle n'était pas conçue pour régler des problèmes. Et si vous vous amusiez à lui poser des problèmes un peu compliqués, elle déraillait complètement et assez vite. Bon, ça c'était il y a 15 jours. Mais il y a 15 jours a été annoncé par OpenAI le dernier outil qui est un dérivé de ChatGPT, mais utilisé différemment, et qui, lui, est modelé pour répondre à des problèmes. Et vous avez là un exemple de ce que ce nouvel outil est capable de faire. Bon, vous allez me dire, ça ne concerne que vos collaborateurs, c'est-à-dire faire des mots croisés pendant leurs heures de travail. Donc oui, l'intelligence artificielle est aujourd'hui, et une fois encore, elle ne l'était pas il y a un mois, elle est aujourd'hui capable de résoudre, vous avez ici un exemple, elle est capable de résoudre une grille de mots croisés et de trouver les réponses. Et non seulement elle va trouver les réponses, mais, et c'est là que ça devient évidemment très intéressant pour nous, elle va être capable de trouver les réponses en vous expliquant pourquoi elle vous donne les réponses et quelles ont été les étapes qui l'ont conduit à vous donner la réponse. Et donc, alors évidemment, ça vous demande, et là, on entre, sinon dans le sujet qui m'a été confié, du moins dans un des problèmes que nos cabinets vont avoir à résoudre. Il ne s'agit pas d'utiliser l'intelligence artificielle en lui posant simplement la question, s'il te plaît, débrouille-toi avec cette grille de mots croisés. Vous allez devoir, évidemment, concevoir un prompt qui va permettre à l'intelligence artificielle de réaliser les actions que vous lui demandez de mener. Et vous avez ici, à partir du numéro 4, les instructions vraiment significatives qu'il a fallu rentrer,
Enfin, vous les avez toutes. Attention, across one, alors bits of dynasty, 4 espaces, vous êtes obligé d'expliquer, entre guillemets, à l'intelligence artificielle ce que vous lui demandez de faire. Et vous avez là un modèle de ce que nos cabinets vont devoir faire. Quand vous récupérez un outil d'intelligence artificielle, vous allez devoir vous poser la question, que vais-je lui demander d'automatiser dans ma pratique ? J'en sais rien. Est-ce que je veux, par exemple, qu'il rédige pour moi le compte-rendu d'un jugement en l'analysant ? Si vous décidez que c'est ce que vous allez lui demander, vous allez devoir rédiger un prompt en lui disant, dans un premier temps, tu vas identifier les personnes concernées, dans un deuxième temps, tu vas me faire un résumé des faits. Bref, vous allez devoir définir un pas à pas qui va lui permettre, ou qui va lui permettre à elle, j'allais dire à lui, je ne sais pas, de réaliser ce que vous lui demandez. Et c'est l'exemple de ce que vous avez ici. Et ça donne quoi? Eh bien, d'abord, ça donne le résultat, c'est-à-dire qu'effectivement, cette machine est aujourd'hui capable de répondre à la question et de vous donner le résultat de votre grille de mots croisés, évidemment en 1 minute et demie, ce qui ôte d'ailleurs à l'exercice tout intérêt pour quiconque, mais ça c'est autre chose. Mais donc voilà la réponse qui est donnée en 1 minute et demie. Mais vous avez le blog sur lequel j'ai trouvé ça, l'auteur du blog rappelle, ah oui, au passage, il y a un truc un peu bizarre, comme d'habitude avec l'intelligence artificielle, elle a répondu à une ligne 23 qui n'existait pas dans le problème que je lui ai posé. Et nous abordons là, évidemment, avec cette anecdote, un des éléments fondamentaux de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle a réponse à toutes vos questions et même aux questions que vous ne lui posez pas. Et donc, il n'y a pas de ligne 23, mais elle a trouvé la réponse à la ligne 23. C'est ce que, classiquement, vous le savez, on appelle des hallucinations, puisque c'est ainsi donc qu'on les qualifie, qui sont, non pas, selon la formule classique, ce n'est pas un bug de l'intelligence artificielle, it's a feature, c'est un élément intrinsèque à l'intelligence artificielle, puisque ce ne sont jamais que des outils statistiques, et que les outils statistiques ne vous donnent jamais que des moyennes, que des means, et donc il peut toujours y avoir des cas qui sortent de la moyenne, de l'intelligence artificielle, de la série statistique. Oui, pardon. Ah, ben alors vous en savez sûrement 100 fois plus que moi, et éclairez-nous sur le sujet. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, largement. Potentiellement, ce jeu de mots fléchés, si je ne dis pas de bêtises, a été entraîné dans sa base de données, dans ses réseaux de nœuds. Donc en fait, la ligne 23 existe, peut-être qu'il lui a juste coupé à partir de la ligne 18. Et non, donc, a priori, bon, enfin voilà, donc lui, vous voyez ce qu'il nous indique. Oui. Il prend le 23, qui n'était pas, alors peut-être qu'il était dans la grille générale, mais il n'était pas dans le sujet qui lui était demandé de traiter. Et en fait, voilà. Comme le modèle il a été entraîné avec la grille totale, des grilles annexes, des grilles qui ressemblent à ces grilles-là, la ligne, statistiquement, du coup, la ligne 23 doit exister, et c'est la solution statistique qui va arriver la plus probable. Donc, il hallucine pas vraiment, en fait, c'est juste que statistiquement, c'est ce qui doit arriver. Et donc, il l'applique. Voilà. Non, mais l'hallucination n'est jamais qu'une réponse statistique. Oui, voilà, tout le modèle est que statistique, mais dans ce cas-là, c'est plutôt qu'il a été entraîné avec une ligne 23, et donc là, c'est juste la résultante de ça. Voilà. Il n'a pas inventé la ligne 23, la ligne 23 existe dans son jeu. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Voilà. D'accord. Merci pour cette précision. Et alors, ce qui est extrêmement intéressant dans ce nouveau modèle, c'est que, comme je vous l'indiquais, il vous donne les étapes qu'il a franchies pour arriver au résultat qu'il vous donne. Et si vous prenez par exemple la réponse qu'il donne à Bits of Dishonesty, eh bien, vous voyez qu'il a commencé par se poser la question, est-ce que c'est le mot lies, puisque ça veut dire mensonge, fibs, je crois que c'est à peu près la même chose, etc. Et vous avez les raisons pour lesquelles il a écarté les différentes autres solutions avant d'arriver
à celle qu'il propose. Et donc, là aussi, c'est évidemment un énorme progrès par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui. Non seulement l'intelligence artificielle va arriver à résoudre des problèmes, mais elle va également être capable de vous donner les, entre guillemets, raisons pour lesquelles la solution a été donnée. Et donc, on voit bien qu'incontestablement, oui, c'est l'idée. Donc, on voit bien qu'incontestablement, elle va être capable de réaliser une partie non négligeable pour faire de l'understatement, une partie non négligeable des tâches qui, jusqu'à présent, étaient réalisées par les avocats dans les cabinets d'avocats. Donc, après, Laurent, est-ce que tu trouves ça favorable ou défavorable? Alors, essayons de nous demander ce que nous allons devenir dans un système dans lequel une très grande partie du travail que nous réalisions peut être réalisée par des machines. Alors pour ça, je suis parti de quelqu'un qui a pas mal réussi, donc, mais qui ne veut pas apparaître à l'écran. Allez, je réessaie. Voilà. Et donc, Jeff Bezos nous dit que lorsqu'on veut faire de la prospective, il ne faut pas se poser la question de savoir ce qui va changer et se demander ce qui va changer, parce que ça, c'est très compliqué. Il faut essayer de se demander ce qui ne va pas changer. Et donc, quand vous vous posez la question de quel va être le futur de ma profession dans un domaine, enfin dans un monde dans lequel l'intelligence artificielle prend une place de plus en plus grande, ce qu'il faut essayer de voir, c'est quels sont les éléments fondamentaux qui ne vont pas changer et sur lesquels je peux continuer de bâtir la manière dont je vis ma profession. Alors, en fait, ça nous ramène à un exercice qui, du coup, est relativement facile à faire. Il faut simplement se demander en quoi l'intelligence artificielle va avoir un impact, d'abord, sur le parcours de nos clients. Comment le fait d'utiliser l'intelligence artificielle va modifier ou pas le comportement du client, parce que ce que je vous disais tout à l'heure sur l'usage par les avocats de l'intelligence artificielle est vrai également pour le client. Les clients vont avoir, et ils ont aujourd'hui, et vous êtes aujourd'hui dans votre vie non professionnelle, vous êtes certainement, par hypothèse, déjà utilisateur également d'intelligence artificielle. Donc, je crois qu'on peut partir du postulat que toute personne dans cet univers aura recours de manière régulière à l'intelligence artificielle. Alors, quel est le parcours de l'IA? Quel est le parcours du client? Aujourd'hui, comment ça se passe? Et quand je dis aujourd'hui, Dieu sait que ça a pas mal bougé au cours des 10 dernières années. Et je prends quelqu'un, n'importe qui, et qui se pose simplement la question, j'ai un problème, c'est tout. Pas besoin d'aller plus loin. Que faites-vous quand vous avez un problème? Alors, que faites-vous? Non, mais... Non, je fais rien. Je fais rien parce qu'il n'y a pas de problème si compliqué qu'une absence de solution ne finisse par le régler. Et donc, il y a pas mal de gens qui font simplement rien quand ils ont un problème. Bah oui. Donc, enfin, c'est assez raisonnable. Et honnêtement, c'est objectif. Il y a aussi ceux qui sont plus malins que les autres et qui se débrouillent tout seuls, quel que soit le problème. C'est-à-dire que contrairement, effectivement, à la suggestion vraie également, non, il y a beaucoup de gens qui vont nous dire j'ai un problème, je me débrouille tout seul. Et puis, il y a ceux qui demandent conseil à leur belle-mère parce qu'ils considèrent que c'est la meilleure solution, même si c'est pour après faire l'inverse de ce qu'elle va suggérer. Mais en tout cas, qui vont lui demander conseil. Et puis, il y a ceux qui demandent conseil à leurs amis. Et puis après, bien sûr, il y a ceux qui consultent un professionnel. Mais ça, ce sont les options dans la vie que nous avons toujours connues. Voilà, à mon sens, les 5 options, les 5 possibilités que n'importe quel être humain a à sa disposition
lorsqu'il rencontre un problème. Et on a travaillé là-dessus pendant des années et des années pour savoir quelles étaient les proportions. Et bon, là, j'ai récupéré une vieille slide des années 90 d'une étude américaine. Et donc, vous aviez, voilà, je me débrouille tout seul. Il y a quand même 50% de gens assez fortiches pour se débrouiller tout seul. Il y a modestement 16% qui ne foutaient rien. Il y a ceux qui s'adressent donc, comme je vous l'ai indiqué, à la famille et les amis. Il y a ceux qui faisaient à la fois à la famille et un professionnel. Et puis bon, l'avis au professionnel, paf, à peu près 15%. Et donc là, c'est ce rappel que je voulais vous faire avant de vous apporter de mauvaises nouvelles. Il ne faut quand même pas s'inquiéter. Il y a quand même dans la vie d'aujourd'hui pratiquement 80, parce qu'un professionnel, ça peut être n'importe quel professionnel, c'est-à-dire ceux qui s'adressent à un mécanicien pour résoudre un problème juridique, il y en a. Donc, si vous voulez, ceux qui finissent par arriver dans un cabinet d'avocats, ce ne sont jamais que 5, 7, 8% des personnes qui rencontrent un problème. Et donc, il faut quand même repartir de cet élément pour se demander comment ça va changer et si ça va être la révolution la plus totale. Parce qu'aujourd'hui, une fois encore, les cabinets d'avocats ne règlent les problèmes que d'une petite minorité de citoyens. Ça s'appelle le problème de l'accès au droit et ça n'a jamais été réglé nulle part. Donc, qui s'adresse à un avocat? Et je vous propose d'essayer de déterminer qui s'adresse à un avocat à partir de 2 critères qui me paraissent devoir nécessairement être pris en compte par n'importe quel individu lorsqu'il a cette question à résoudre, c'est-à-dire, est-ce que moi, j'analyse ce problème, et j'insiste sur le fait que c'est l'analyse du client, c'est-à-dire de quelqu'un qui n'a pas la compétence juridique. Vous savez que ça s'appelle l'asymétrie d'information, donc, et que les clients ont beaucoup de mal à déterminer s'ils sont en présence d'un problème juridique, et encore plus de mal à déterminer si c'est un problème compliqué ou pas. Et nous avons, je pense tous, cette expérience du client qui vient vous dire « j'ai un problème d'une complexité énorme » et vous dites « in petto, t'as qu'à croire mon garçon, je suis content de savoir que toi tu penses qu'il est compliqué, mais moi je sais qu'il n'est pas compliqué et ça va me permettre de te facturer beaucoup pour une chose très simple », c'est très mal, je vous l'indique. Et l'inverse, le client qui arrive en vous disant « j'ai vraiment un problème d'une simplicité enfantine », et là, vous êtes obligé de lui dire « non, ce n'est pas le cas ». Donc, l'appréciation du client, et il est clair que dans la décision d'aller voir un avocat, l'appréciation que l'individu fait du sérieux du problème auquel il est confronté est un élément essentiel. Et on peut raisonnablement penser que s'il est en présence et qu'il se croit en présence d'un problème très simple, il aura moins tendance à aller voir un avocat que s'il pense qu'il est en présence d'un problème sérieux. Et puis, deuxième élément, est-ce que cet individu a ou non les moyens financiers de s'adresser à un avocat? Et donc, la deuxième variable que je vous propose d'aborder ou de traiter dans cette analyse du marché, c'est la capacité financière du client. Et nous savons évidemment que c'est un élément essentiel. Et ça nous donne donc quatre rectangles à remplir. Donc, si vous avez le sentiment que votre problème n'a pas de conséquences graves et que vous, de toute façon, vous n'avez pas d'argent, vous n'irez pas voir un avocat. Et on peut penser que ceux qui sont dans les 46% de gens qui ne font rien, de 16% ou 46% de gens qui essaient de se débrouiller tout seuls, de ne rien faire, de s'adresser à leur famille, etc., on va les retrouver beaucoup dans ce cadran. Et nous savons que ce cadran représente une part non négligeable du marché. Mais si on prend les mêmes et qu'ils ont des moyens financiers importants, on peut penser qu'une partie de ce deuxième quart de mon schéma, qu'une partie des gens qui sont dans ce deuxième quart vont aller voir un avocat. Le problème n'est pas très compliqué, mais comme ils ont des moyens infinis, ils vont le sous-traiter à un professionnel. Mais fondamentalement, c'est quand même pas le cœur de notre clientèle, et notre clientèle n'est pas constituée de personnes ayant des problèmes dont ils savent qu'ils ne sont pas importants, mais qu'ils viennent nous demander de résoudre simplement pour dépenser leur argent. Ensuite, troisième élément, des gens qui pensent que leur problème est sérieux, mais qui n'ont pas de moyens.
Bon, ben, c'est pas compliqué. S'ils n'ont pas droit à l'aide juridictionnelle, personne ne réglera leurs problèmes. Et ils ne viennent pas dans nos cabinets. Et s'ils y viennent, ils en repartent sans que nous puissions faire grand-chose pour eux, sauf dans le cas du pro bono, mais c'est évidemment extrêmement réduit. Et donc finalement, et c'est la confirmation de ce que je vous disais tout à l'heure, les seules personnes qui viennent dans nos cabinets, ce sont les personnes qui pensent qu'ils ont un problème sérieux et qui ont les moyens de le faire traiter par un avocat. Et si maintenant, et c'est ce qu'on va faire, on fait rentrer l'intelligence artificielle dans le jeu, bah, on va s'apercevoir que fondamentalement, est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que ça va donner des moyens financiers à ceux qui n'en ont pas? Est-ce que ça va changer cette structure? Ce n'est pas totalement évident et on va essayer de le vérifier. Alors, avec l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui ne change pas? Bah, ce que j'avais dit tout à l'heure, il y aura toujours des gens qui feront rien, qui blablabla. Mais en revanche, on va voir apparaître, et ça c'est le changement, ceux qui vont dire bah, quand j'ai un problème, je demande à une intelligence artificielle. Et franchement, ça fait 3 mois que vous ne faites plus que ça. Si vous utilisez une intelligence artificielle, il n'y a pas un problème ou une question de la vie de tous les jours que vous ne lui posez pas. On passe son temps à ça. Et d'ailleurs, la semaine dernière, Géraldine, j'avais oublié le nom des personnes qui étaient sur la table ronde avec moi pour la grande rentrée des avocats. Donc, dans le train, j'ai tapé sur Perplexity et je lui ai dit, peux-tu me rappeler le nom des 2 personnes qui interviennent avec moi sur la table ronde? Parce que ça se fait quand même de savoir qui sont les personnes avec lesquelles on intervient. Et donc, il m'a trouvé, sans aucun problème, le programme de la grande rentrée des avocats avec le nom des 2 intervenants. Mais en revanche, ça c'était les sources. En revanche, dans sa réponse, il m'en a donné qu'une, alors qu'il avait les 2 sur le programme. Alors évidemment, j'ai continué à parler avec lui ou avec elle en lui disant bon, comme d'habitude, tu t'es trompé. Elle dit ah oui, c'est vrai, je me suis trompé. Je suis désolé, c'est vrai, vous avez raison. Il y a bel et bien 2 personnes sur le programme. Mais alors, il y en a une qui est vraiment pas connue. Voilà. Et effectivement, il a continué. Regarde le CV du magistrat, etc. Mais le CV de la fonctionnaire de la commission, il n'y a pas grand-chose sur Internet. Donc, bon, je l'ai liquidé au passage. Donc, bon, je referme la parenthèse. Nous allons, il ne serait pas content. Je demande à une intelligence artificielle, c'est ça la nouveauté dans le parcours du client. Et le pari que je vous propose de faire, c'est de dire que non seulement ce sera le choix numéro 1, mais que même on doit postuler que 100% des personnes confrontées à un problème passeront par la case « je le demande à une intelligence artificielle ». 44% à peu près d'erreurs aujourd'hui. Mais quel était le pourcentage d'erreurs de LexisNexis que vous utilisez depuis 30 ans? Quel était son pourcentage d'erreurs? La dernière fois qu'on l'a vérifié, qu'ils ont laissé vérifier par des scientifiques, à la fin des années 80, on était à 60% de faux négatifs ou de faux positifs. Vous les avez... Oui. Ah oui, elle est toute récente. Ah non, mais sur le nouveau, sur celui avec qui fait fonctionner l'IA. Oui, 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 oui. On l'a vu, oui. Oui, allez-y, continuez. Non, non, moi je. Oui, 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 oui. Oui, oui, bah, elle est à 40% de manière générale. Mais les anciens moteurs, ceux qui étaient sans aucune intelligence artificielle, ils étaient à 60% et ça ne nous a jamais empêché de les utiliser. Il est vrai qu'on ne savait pas que ça laissait de côté 60% de la matière. La semaine juridique, etc., etc. Donc, on ne se focalisait pas que sur... On ne faisait pas confiance qu'à une seule banque de données, mais on allait voir d'autres banques de données. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on faisait le tri par rapport à notre intelligence humaine qui disait « je veux une réponse un peu plus proche de ce que je recherche dans mon argumentation à mettre dans mes conclusions ». Donc, c'est pour ça que l'IA... on va y venir tout à l'heure. Bien entendu, on est d'accord. Ça va même plus loin, puisque aujourd'hui, on a des magistrats qui reçoivent des requêtes faites par ChatGPT,
où tu ne peux pas opposer obscuri libelli parce que la requête ça, c'est dans le droit belge, hein, obscuri oui, libelli. a été structurée, si tu veux, elle a été tellement bien structurée par l'intelligence artificielle que le magistrat est confronté à une obligation de répondre comme s'il répondait à une requête déposée par un citoyen. D'accord. Non, mais au stade où nous en sommes, on est tous d'accord, on sait que l'intelligence artificielle n'est pas un outil fiable, en ce sens qu'il y a un pourcentage non négligeable, énorme, même 40 et quelques pourcents de réponses qui sont pas justes, mais je ne pense pas que ça ait la moindre incidence sur le postulat posé. 100% de personnes commenceront par consulter une intelligence artificielle. C'est tout. Je pose simplement ce postulat. Oui ? Alors. Ce qui est intéressant dans votre analyse, c'est que vous avez omis Internet. On n'est pas passé de « je ne fais rien » à « je me débrouille » sans passer par Internet. Ne vous inquiétez pas, il arrivait après. Ah, pardon, excusez-moi, j'ai un petit peu anticipé. Mais dans ce cas-là, ça reste juste un énième outil. Faut pas. Je pense que ça reste un énième outil qui est déjà en concurrence. Et il faudra juste savoir l'utiliser, savoir diversifier aussi ses bases de données, parce qu'il y a plusieurs modèles, et retrouver son intelligence propre pour choisir la bonne réponse. Je vais essayer de vous démontrer que ça n'est pas la même chose. Oui, oui. Les professionnels. Vraiment, au niveau du Conseil d'État, moi, je suis très, très surprise de voir que les rapporteurs publics, qui vraiment sont merveilleux dans la réflexion. Et là, aujourd'hui, ils ne se réfèrent qu'à la jurisprudence qui sort sur doctrine.fr. Mais c'est même pas de l'intelligence artificielle, ça. Pardon ? C'est même pas vraiment encore ce qu'on peut attendre de l'intelligence artificielle. C'est simplement un moteur de recherche de jurisprudence. C'est un moteur de recherche qui est amélioré, mais il y a tellement de... L'open data fait que aujourd'hui, Légifrance n'est pas efficace. Doctrine est beaucoup plus efficace. Donc, on a déjà une intelligence artificielle. Oui. Et le simple fait de rendre disponible doctrine.fr à la justice administrative en France, qu'elle peut l'utiliser, aujourd'hui, avec le nombre de dossiers croissants, il ne se réfère qu'à ça. Oui. Donc, il faut vraiment alerter sur ce problème-là, je pense. En plus du fait que ce n'est pas une source fiable, dans le sens où il n'y a pas de réflexion, d'analyse juridique derrière. Aujourd'hui, les magistrats ne se réfèrent qu'à ça pour donner un biais de confirmation sur une position donnée. Alors, je vous avais promis qu'on reviendrait à Internet, et effectivement, en 2019, on a assisté à un basculement, et à l'époque, il n'y avait pas d'intelligence artificielle. C'est un basculement dans le parcours du client. En 2019, le nombre de personnes qui venaient dans les cabinets d'avocats sur la base classique du bouche à oreille était équivalent au nombre de personnes qui avaient recherché d'abord leur avocat sur Internet. Et donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, nous sommes confrontés à des révolutions tous les 10 ans aujourd'hui. Ça, c'est la première révolution. C'est le moment où le bouche à oreille sur lequel a été construite la profession depuis l'invention de la profession d'avocat devient, sinon il n'est pas éclipsé puisqu'il reste à 50%, mais il est équilibré par la recherche sur Internet, et vous aviez bien sûr des gens qui faisaient les deux. Et ça, c'est l'époque Internet, et c'est vrai, comme vous le disiez, que le parcours du client avait déjà été considérablement modifié, puisque 50% de nos clients avaient d'abord passé l'étape d'Internet avant de rentrer dans notre cabinet, alors que si vous remontiez 10 ans avant, évidemment, il y avait 100% de bouche à oreille. Et vous avez déjà eu un premier basculement incroyablement rapide en à peine une dizaine d'années. Eh bien, ce à quoi on va assister, mais pas en 10 ans parce que c'est beaucoup trop long, c'est un deuxième basculement. C'est pas sur Internet parce que plus personne ne va sur Internet. Ça n'a pas d'intérêt puisque vous avez maintenant, une intelligence artificielle, c'est quand même 10 fois plus efficace que de se palucher des sites Internet. Donc, tout le monde va commencer par l'intelligence artificielle. Et donc, à mon sens,
et c'est ça le postulat, 100% des clients interrogeront d'abord une intelligence artificielle avant de contacter un avocat. Et bien entendu, cette diapositive a été faite par Microsoft Copilot. C'est pas moi l'auteur, c'est une intelligence artificielle. Moi, j'aurais pas mis des camemberts, j'aurais mis un truc différent, mais bon, ça allait plus vite et je n'avais qu'une semaine, n'est-ce pas? Donc, voilà le changement. Et donc, ça nous amène à nous poser la question, qui donc va encore s'adresser à un avocat après avoir interrogé une intelligence artificielle? C'est ça, finalement, qu'il faut qu'on vérifie. Est-ce qu'il y a un changement? Alors, en ce qui concerne l'évaluation du problème, là, il y a eu un changement. On avait une évaluation du sérieux du problème par le client avec les erreurs du client. Nous aurons demain un client arrivant avec une évaluation du problème réalisée par une intelligence artificielle et avec les erreurs qu'aura pu commettre l'intelligence artificielle. Mais fondamentalement, l'intelligence artificielle, même si elle fait 40% d'erreurs, fera probablement moins d'erreurs que le client lui-même. Mais bon, à la louche, on voit quand même arriver quelqu'un dont il faudra peut-être ou probablement corriger la perspective parce qu'elle n'aura pas une perspective exacte sur le sérieux de son problème. Mais cette verticale, elle n'a pas tellement changé. Elle a simplement... Oui, bien sûr. Mais ça veut dire que ça, c'est surtout valable pour ceux qui font du juridique, mais pas pour du judiciaire. Complètement pour tout le monde. Oui, mais pour le contentieux, on sera obligé de passer par un avocat, avec en général soit le ministère d'avocat obligatoire, soit pour pouvoir présenter une demande vis-à-vis d'un juge, sauf à ce que le juge, lui aussi, avec sa grille d'IA, il répond à des cases, et puis voilà. Mais sinon, ça ne change pas vraiment grand-chose, puisque d'un point de vue contentieux, puisque pour le contentieux, il n'y a que l'avocat qui pourra présenter une demande et qui fera sa demande en fonction des données qu'on lui aura données, que le client lui aura soumises. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas dit que ça a changé quelque chose. Par ailleurs, je vous rappelle que dans le schéma de tout à l'heure, et dans ce schéma aussi, vous me parlez que des gens qui ont effectivement accès à un avocat. Si vous me dites l'intelligence artificielle ne change pas la situation des gens qui ont effectivement accès à un avocat, je partage plus ou moins votre opinion, mais ce n'est pas la question que je suis en train de traiter. Moi, je suis en train de traiter qui va, après avoir utilisé une intelligence artificielle, aller voir un avocat, ce qui est une question différente. Voilà. Mais ce qui note rien à la pertinence de votre remarque, il y a un certain nombre d'éléments d'organisation du marché qui constituent des barrières à l'entrée, dirait la Commission européenne, ou des guides qui permettent effectivement d'amortir les changements. Mais une fois encore, ce n'est pas le sujet. Là, je me pose la question de savoir, le changement, c'est le fait que le client qui arrive a consulté une IA et qu'il a à l'esprit le sérieux ou pas de son problème par rapport à la réponse de l'IA. Mais sinon, de fait, ça ne change pas grand-chose. S'il n'a pas de moyens et qu'il a eu la réponse de l'intelligence artificielle, il ne viendra pas nous voir. Bon, l'IA lui a dit c'est pas grave et il n'a pas les moyens d'aller voir un avocat. Il n'ira pas voir d'avocat. Si le problème n'a pas beaucoup de conséquences, mais qu'il a des moyens importants, on retrouve la même case. C'est-à-dire que fondamentalement, je n'ai pas besoin d'insister, vous retrouvez en réalité une structure du marché qui, par rapport à ce que je vous présentais tout à l'heure, est fondamentalement la même. Ce n'est pas parce que l'intelligence artificielle aura été utilisée en amont pour porter un jugement sur l'importance du problème que ça empêchera le fait que seuls les clients qui ont suffisamment de moyens et qui pensent qu'ils sont confrontés à un problème suffisamment grave iront chez un avocat. Et donc, selon la formule de Lampedusa, on a regardé si tout allait changer et rien ne change puisqu'on a vérifié que tout changeait. Mais bon, ça c'est juste pour vous rassurer. Ensuite, on va continuer, on va quand même rentrer un petit peu plus dans le détail. Alors, si je reprends le parcours du client, la première chose que fait le client ou que fera le client, c'est se connecter à un outil d'intelligence artificielle et lui dire je vais t'expliquer mon problème. Et l'intelligence artificielle, dont vous avez vu qu'elle est assez ancienne,
va lui dire, dans un certain cas, tu n'as pas de problème juridique et lui réglera son problème. Bon, mais dans certains cas, va lui dire, tu as un problème juridique. Et à ce moment-là, évidemment, le client va lui dire, dis-moi comment je fais pour le régler. Et l'intelligence artificielle répondra ou ne répondra pas. Tu as besoin d'un avocat, mais c'est l'intelligence artificielle qui va authentifier la nécessité de recourir à un avocat. Et à ce moment-là, quelle sera la question suivante du client? Non. Ça, c'est encore plus loin. Mais dis-moi quel est l'avocat qui peut régler mon problème. Et ça, là aussi, je vous le parie 100%. Le client, il ne va pas simplement demander la solution à son problème. Si on lui dit qu'il a besoin d'un avocat, il va dire qui peut régler mon problème. Et donc, là, il y a un changement majeur dans notre marché. L'intelligence artificielle devient le premier prescripteur des avocats. Oui? Non? Elle a réponse à tout. Oui. Oui, mais ça m'énerve parce que chaque fois que je lui demande, et j'espère que ça va, moi qui va sortir, il y a toujours quelqu'un qui sort à ma place. Et quel que soit le domaine. Donc, je ne le ferai pas parce que je trouve ça très irritant. Mais je suis certain que si je demandais quelqu'un pour me défendre devant la Cour européenne des droits de l'homme, on ferait sortir Laurent très, très rapidement. Mais donc, en tout cas, le pari, le postulat, en tout cas le pari, c'est que le client va poser cette question-là et dans un nombre raisonnable de cas, je pense qu'il suivra le conseil de son intelligence artificielle. Il continuera sûrement à demander à sa famille, etc. Mais il aura posé la question à l'intelligence artificielle et il aura eu une réponse de l'intelligence artificielle. Et donc, vous voyez bien que le parcours du client est impacté en deux endroits. Quel est mon problème? Quel est l'avocat pour le résoudre? Et ça, Internet ne le faisait pas. Internet, il faisait des listes, des trucs, des machins. Vous pouviez trouver votre avocat sur Internet, mais vous ne lui posiez pas la question « Quel avocat peut régler mon problème à moi ?» Et nous savons que la seule question, avant la question du coup que se pose un client quand il cherche un avocat, c'est pas de savoir si vous avez fait des super études, si vous avez été président du Conseil national des barreaux, si vous avez été bâtonnier, si vous êtes diplômé de machin truc, si vous avez fait 50 articles. La seule question que se pose le client, c'est est-ce qu'il est capable de résoudre mon problème? Et cette question-là, il va la poser à l'intelligence artificielle qui va répondre puisqu'elle répond toujours. Donc, elle va lui donner la liste de ceux qu'elle va conseiller. Alors, on a un nouveau parcours client et donc, par rapport à ce que disait Jeff Bezos, on a identifié ce qui a changé et ce qui n'a pas changé. Quand j'ai un problème, je consulte une IA sur le fond, peut-être que je laisserai tomber, il n'y aura pas de suite, etc. Mais si l'IA m'a donné une réponse, je lui demanderai ensuite le choix d'un avocat. Alors peut-être que je ne suivrai pas son conseil, mais sinon, je suivrai le conseil de l'IA. Et donc, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est une partie non négligeable et peut-être même importante de vos clients seront désormais des clients qui viendront parce que vous aurez été recommandé par une intelligence artificielle. Et donc, il va falloir vous bouger un peu pour que vous soyez celui qui est recommandé par l'intelligence artificielle. Ah bon, comme d'habitude. Et une partie non négligeable de vos efforts professionnels devront être consacrés au fait d'obtenir que les intelligences artificielles vous désignent comme l'avocat pour tel ou tel problème. Mais ce n'est pas vraiment nouveau. Simplement, ça va devenir un peu plus exigeant et insistant puisque, le phénomène de la longue traîne, n'importe quel client peut s'adresser à n'importe quel avocat sur n'importe quel sujet sur un marché totalement ouvert. Bon, mais c'est un autre sujet. Alors, celle-là, je vais la passer parce que je ne sais pas pourquoi je l'ai mise et je vais garder celle-là. Et je vais rentrer dans notre cabinet d'avocats
et répondre à des remarques qui ont déjà été observées et me poser la question, comment est-ce qu'on va utiliser l'intelligence artificielle dans les cabinets d'avocats? Et là, je vous propose de nouveau une matrice. C'est joli, j'ai changé les couleurs, vous avez remarqué. Et donc, je vous propose 2 facteurs discriminants. D'abord, la capacité de l'avocat à traiter la tâche juridique, c'est-à-dire est-ce que c'est un débutant ou est-ce que c'est un expert? C'est ma verticale. Et ensuite, la capacité de l'intelligence artificielle à réaliser la tâche. Est-ce que c'est une AI de bazar ou est-ce que c'est une bonne intelligence artificielle? Et donc, à partir de là, on va déterminer 4 cas d'usage et ces 4 cas d'usage vous permettront à vous de structurer votre cabinet pour éviter les solutions sous-optimales et pour essayer de vous concentrer sur la solution optimale et également d'éviter les problèmes là où c'est possible. Donc, première hypothèse, je donne à un collaborateur débutant une intelligence artificielle de base. Alors, vous allez me dire, ça n'arrive pas. Mais si, parce que votre collaborateur, ça fait lurette que quand vous lui donnez des conclusions, lui, sans vous le dire, il va sur ChatGPT et dans la version pas payante et qui vous rend une copie qui a été faite par ChatGPT. Donc oui, ça existe déjà et c'est même probablement, d'abord beaucoup plus répandu qu'on ne le pense, mais peut-être même plus que les autres cas. Donc, comment? Mais bien sûr. Et lui, il ne paie même pas de ChatGPT. Donc, qu'est-ce que ça donne quand on donne à quelqu'un qui n'est pas formidablement compétent une intelligence artificielle qui n'est pas terrible? Ça ne vous étonnera pas. C'est un peu mieux que s'il n'avait rien du tout, c'est-à-dire qu'il est un peu meilleur que s'il le faisait tout seul, mais ce n'est pas du bon travail. Donc, c'est un cas d'usage qu'il vaut mieux éviter, mais je vous suggère de vous poser d'ores et déjà la question et de la résoudre. Et la résoudre, c'est clairement de mettre de bons outils à la disposition de tout le monde rapidement et de former tout le monde. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Deuxième hypothèse, j'ai une très bonne intelligence artificielle, mais je l'ai donnée à mon collaborateur débutant. Eh bien là, incontestablement, on a des résultats qui sont meilleurs que si on utilisait une IA toute seule ou que si on confiait le travail au collaborateur tout seul. Mais on a un énorme problème de supervision parce que ni l'IA ni l'avocat n'ont le niveau expert et donc le travail peut être affecté de grosses erreurs. Et dans ce cas-là, vous devez, et ça c'est l'organisation du cabinet, vous devez donc veiller à la supervision de ce travail par quelqu'un qui va avoir l'expertise, non pas informatique, puisqu'on a déjà une IA de haut niveau, mais l'expertise juridique. Et donc, ça c'est probablement le nouveau modèle de collaborateur du cabinet. Équipé d'une intelligence artificielle de bon niveau, il n'empêche pas, qui n'exclut pas, au contraire, la supervision, qui doit cette fois-ci être d'un double type, capable de contrôler que l'IA ne fait pas d'erreur et donc connaître les mécanismes de l'IA, et capable également de vérifier un travail juridique. Et la semaine dernière, donc, j'ai un client qui m'envoie, une banque qui m'envoie un dossier de fraude bancaire et qui me dit, voilà les 150 relevés, nous pensons que ce sont des faux. Bon courage et débrouillez-vous. Donc évidemment, je les ai mis tout de suite dans la machine et je lui ai dit, est-ce que s'il te plaît, tu peux me dire si ce sont des faux ou pas? Et donc, Perplexity m'a dit, j'ai 4 soupçons sur ces 150, il n'y en avait pas 150, mais ce n'est pas grave, c'est relevé. D'abord, je constate que le numéro de téléphone de l'agence change d'un relevé à l'autre, c'est un peu bizarre. Je constate que le nom du chargé de clientèle n'est pas le même sur chacun des relevés. Je constate qu'il y a des incohérences dans les dates de valeur. J'ai relevé sur le bulletin sur le relevé de mars des dates de valeur de janvier, ça paraît quand même un peu bizarre.
même pour une banque. Et quatrième élément, j'ai 2 opérations du même jour avec 2 dates de valeur différentes. Donc, j'en conclus que ce sont des faux. Donc, j'ai écrit à mon client en disant « ce sont des faux ». Bon, après, j'ai vérifié, 2 indications sur 4 étaient fausses. Mais il y en avait 2 vraies. Mais il y en avait 2 fausses. Et donc, je veux dire, il faut superviser, mais évidemment, et maîtriser. Donc, et il faut savoir que ça peut faire des erreurs. Et même des erreurs matérielles, parce que ce n'étaient pas des questions juridiques que j'avais à superviser. Il fallait simplement que je regarde qu'il me racontait vraiment. Et par exemple, il y avait le nom du représentant de la banque sur tous les relevés. Où est-ce qu'il était allé me pêcher qu'il n'y était pas? Les autres éléments étaient, et pour l'autre, c'était manifestement une erreur de lecture optique du document. Il avait mal lu un 5 et un 6. Les autres éléments étaient exacts. Alors évidemment, si vous avez je ne sais pas combien de relevés à étudier, autant vous dire que le faire en 1 minute et demie, c'est quand même extrêmement avantageux. Enfin, avantageux. Ça vous fait gagner du temps, ce qui est un peu différent. Troisième élément, je vais prendre un expert et je vais lui donner une mauvaise intelligence artificielle. Bon, c'est non seulement, c'est pas terrible, mais c'est même à éviter pour une raison simple, c'est que, et si vous avez commencé à l'utiliser, vous en apercevez assez rapidement, c'est que quand même l'intelligence artificielle, c'est le plus extraordinaire, mise en veille automatique dans 3 minutes, appuyez OK pour continuer à regarder. Même pas une IA, donc c'est un machin, c'est un automate misérable. Mais bon, vous allez vous apercevoir que c'est le plus extraordinaire appel à la paresse qu'on vous ait jamais fait. Moi, avec mes relevés, je reconnais que j'ai commencé par envoyer le mail à mon client, avant de regarder en disant, bon, quand même, comme après je vais devant le tribunal, il faut que je vérifie. Et donc, vous avez tendance, même si vous êtes entre guillemets, expert, vous avez tendance à aller vite. Et donc, si l'expert se fie à une intelligence artificielle qui n'est pas de bon niveau, son niveau à lui risque de baisser. Donc, là aussi, c'est un cas d'usage qu'il faut écarter dans un cabinet d'avocat. Et puis, évidemment, le dernier élément, évidemment, si vous avez un expert et que vous lui donnez une intelligence artificielle de haut niveau, alors à ce moment-là, c'est formidable. C'est que là, vous avez une incroyable amélioration de la vitesse avec laquelle vous réalisez les tâches et des résultats que vous obtenez. C'est un vrai bonheur. Je veux dire, c'est inouï de... Hier, dans le train, j'ai fait mon acte de cession de part sociale de notaire uniquement à l'intelligence artificielle en lui demandant les clauses dont j'avais besoin, etc. Et ça marche formidablement bien. Et je lui ai demandé, évidemment, parce que bon, de partir du modèle, de l'anonymiser, de changer les noms, enfin tout ce qui est casse-pied, et que vous demandez là à une secrétaire, mais bon, comme j'étais dans le train, je n'avais pas de secrétaire sous la main. Donc oui, ce cas d'usage-là, il vous donne et il vous donnera sur les avocats qui n'utiliseront pas l'intelligence artificielle un avantage concurrentiel extraordinaire. Reprenez l'exemple de mes relevés de compte. Si je dois demander à un collaborateur de passer une après-midi à vérifier les relevés de compte, et encore, je veux dire, c'est épouvantable comme travail, c'est infaisable. Alors que je peux le faire en 1 minute et demie, évidemment, oui. Serge. C'est une question déontologique, finalement. Quid de la transparence vis-à-vis de nos clients sur l'utilisation de nos systèmes IA performants qui nous font gagner du temps? Quid de l'impact sur nos pratiques aussi en matière d'honoraires? Alors, les pratiques en matière d'honneur, tu vois, c'est la prochaine slide. Parfait. Je ne doutais pas que tu allais envisager ce point. Je sais pas si vous utilisez Teams avec Copilot, mais c'est vrai, c'est extrêmement confortable de pouvoir envoyer à votre client 1 minute après la fin de la visioconférence le compte-rendu et la transcription. Le client s'en aperçoit puisqu'il y a marqué « vous êtes enregistré ». Dans la prochaine version qui est annoncée par Microsoft, on va pouvoir utiliser Teams
y compris au cabinet quand on reçoit le client. C'est-à-dire que le compte-rendu de l'entretien que vous aurez en face-to-face, vous pourrez le sortir directement sur Teams. C'est ce qu'ils ont annoncé hier, donc dans la dernière annonce sur l'intégration de Copilot. Pour le reste, moi, aujourd'hui, dans cette phase qui est une phase de transition, je crois qu'il est pertinent de dire au client, j'ai fait faire par une intelligence artificielle et moi, ça ne me perturbe pas de lui dire, j'ai fait vérifier par une intelligence artificielle et voilà ce que ça donne. Ce n'est pas un problème. Demain, et vous connaissez la décision là d'un juge taxateur canadien, demain, c'est l'inverse qui se produira. Attendez, vous avez mis une semaine quelqu'un à faire les relevés de compte, mais vous payez ma tête, vous me présentez une facture de 40 heures d'avocat, alors qu'il y en avait pour 1 minute et demie d'intelligence artificielle, vous reprendrez votre facture, mon cher maître. Ça, c'est vrai. 10 € par mois. 12 € avec Perplexity. C'est en général le prix. Et juste une question en termes de responsabilité professionnelle. C'est quand même... Pas de changement. Pas de changement. Tu restes responsable de tout, comme d'habitude. Mais pour revenir sur l'intervention de la conférencière précédente, la responsabilité... On aura peut-être un recours. Un recours contre l'application ? Oui. Mais le client, lui, il aura son action contre l'avocat. Il se moque éperdument du reste. Parce que vos 150 relevés de banque, vous ne les avez pas vérifiés, mais peut-être qu'il y en a un qui sera passé à la trappe. Et vous faites quoi? Vous aurez un recours contre l'application en disant que... Je ne traite pas de la question de la responsabilité. Ça, c'est du droit et ça a été fait avant. Oui, mais... le problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment se cacher derrière ça. Non, mais la réponse, elle est claire. Vous ne pouvez pas vous passer de l'utilisation de ces outils. Vous devez les contrôler, mais vous ne pouvez pas vous en passer. Vous n'allez pas expliquer à votre client, alors attendez, moi, j'ai peur de ma responsabilité. Donc, j'avais 150 relevés à étudier, je les ai étudiés un par un, et donc vous avez une facture de 20, 30 ou 40 heures. Il vous dira, non. Il vous dira, non, je ne vous les paie pas. Mais vous pouvez continuer à le faire. Et du coup, on doit présenter les deux options au client. Est-ce que vous voulez que ce soit l'IA qui le fasse ou est-ce que vous voulez que ce soit moi Mais je pense que de toute façon, le client le fera faire par l'IA, à la vérité. Ce type de client. Il ne va plus nous le demander. C'est pas... Le client, il va arriver avec ses 50 relevés, il va vous dire, il y a 3 erreurs, voilà. Et on aura simplement à vérifier si c'est vrai ou pas. Oui. Pour répondre un peu en général, c'est comme si on pourrait traduire ça par vous avez un stagiaire ou un jeune collaborateur, il vient de commencer, il va faire des erreurs, c'est inévitable par exemple, et vous prenez la responsabilité de regarder ce qu'il fait parce que c'est vous qui l'embauchez. C'est un peu la même chose. Oui. Et pour la rapidité, on pourrait prendre le parallèle de dire maintenant qu'on a des ordinateurs, est-ce qu'il faudrait taper à la main, enfin écrire avec un stylo ou taper avec une machine, alors qu'on peut avoir un ordinateur? Ce serait un peu, faut vraiment le prendre comme un outil et pas comme une finalité. C'est pas la fin en soi n'est pas l'automatisation de ChatGPT qui va faire tout à votre place. C'est un outil et vous devez vous l'approprier parce que ça va vous faire gagner du temps et vous rentrez en concurrence avec des gens qui vont l'utiliser. C'est ça. Si, on gagne du temps parce qu'il a déterminé, parce que quand il vous le dit, il y a 2 opérations du 1er juin qui sont suspectes, et vous allez sur 2 relevés différents, vous allez regarder les 2 relevés plutôt que regarder la série. Mais puisque oui, mais je vous empêche pas de le faire, hein. Vous inquiétez pas. Mais honnêtement, je ne sais pas si vous avez jamais essayé de vérifier que des relevés, qu'il y avait des faux parmi des relevés bancaires. C'est impossible. On n'est pas équipé pour. En fait, il faut provisionner en disant au client, c'est notre métier aussi, de dire attention, c'est un travail qui est long et complexe, je vous demande une provision de temps. D'accord, il n'est pas d'accord. Non, mais je vous laisse gérer ensuite la manière dont vous réglerez le problème. Simplement. Oui. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas dit que l'avenir était rose. Oui, exactement. Non, mais...
Non, mais le schéma, il est très clair. Si on reprend ce schéma, il n'y a aucune case de ce schéma dans lequel je vous dis, allez-y sans regarder. Vous avez besoin de supervision, vous devez éviter, et là, ça améliore. Mais il y a toujours de la supervision. Vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas superviser. On est d'accord. Il n'y a pas de miracle. Enfin, ce n'est pas une délégation à la machine. Et au contraire, il faut éviter les cas dans lesquels vous êtes tenté de la délégation à la machine. On l'a testé sur les médecins. C'est extrêmement parlant. On demande à un médecin de faire un diagnostic et après, on lui donne le diagnostic de l'intelligence artificielle. Que croyez-vous qu'il fasse lorsqu'il est en désaccord avec l'intelligence artificielle? Eh bien, il choisit celui de l'intelligence artificielle, alors que bien sûr, on lui en donne un faux. Mais ça ne fait rien, la machine a parlé, elle a raison. Donc, mais ce n'est pas les médecins qui sont comme ça, c'est les humains. Donc, on est pareil. Et donc, effectivement, il faut vraiment faire attention et mettre en place des systèmes de supervision. Je vous rappelle que notre cerveau est fait pour ne pas prendre de décision. Mais le fait de prendre des décisions, Hélène, ça consomme des calories et ça nous fait, ça augmente notre empreinte carbone. Donc, donc c'est coûteux de prendre des décisions et chaque fois qu'on peut éviter de consommer la prise de décision, notre cerveau nous dit prends la tangente. Donc effectivement, quand vous avez une solution toute faite, il y a une tentation de le faire et cet outil est incroyablement tentant. Mais vous dire enfermez-vous dans une caverne et ne l'utilisez pas, non, ça ne va pas marcher non plus.